Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, en fait, on va continuer la séance d'hier. Hier, nous avons commencé la préparation des données. La préparation des données est une étape hyper importante. On a fait hier. Je vous ai montré les données dans la méthodologie de travail. Et bien, master plan. Boum, de données entre la partie, ou bien entre l'étape compréhension des données et l'étape modélisation. Puis, je vous ai montré la préparation des données dans le process flow, dans le flux de travail. Des données. Et je vous ai expliqué hier la vectorisation des données. Il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube et sur la classe virtuelle que je vais préparer pendant le week-end. Donc, la préparation des données se trouve entre la vectorisation des données et la modélisation. Un mot par rapport à la vectorisation, tout simplement, on transforme les données en tableaux. Bon, voilà. Puis, là, dans les pipelines d'analyse en sciences de données, enfin, ça c'est un pipeline, hein, c'est-à-dire on zoome sur la partie vraiment données. La préparation des données se trouve ici, c'est-à-dire se trouve juste avant l'apprentissage de ton algorithme. Learning of your algorithm, avant l'apprentissage de ton algorithme. Et quand tu es en train de voir, à l'intérieur de la préparation des données, il existe en fait plusieurs sous-extraction scaling, c'est-à-dire extraction des variables intéressantes, sélection entre ces variables, réduction des dimensions. Attention, la réduction des dimensions, il y en a deux. Il y a deux réductions des dimensions, c'est-à-dire réduction du nombre de variables. La première réduction consiste à mélanger toutes les variables et sortir des nouvelles variables. تعجن وتخرج des nouvelles variables. ACP, ACR, AFR, AFC. Il existe en fait d'autres techniques de réduction de dimensionnalité, des dimensions, qui consistent tout simplement à sélectionner entre les différentes variables. C'est-à-dire, tu vas dire, tiens, cette variable ne contient pas d'informations. C'est clair? Pas le sampling, c'est-à-dire l'échantillonnage. L'échantillonnage. Tu vois, tu as un échantillon. Il existe quatre techniques. Random sampling, bootstrap, échantillonnage par cross validation, et puis il y a ce qu'on appelle la technique de jackknife. Bref. Donc voilà, je continue. Et ce que vous intéresse le plus, le mélange, l'intégration entre le process de développement logiciel et le process machine learning, ou bien le process deep learning. Voilà. Donc, toi, tu vas trouver la partie préparation de données ici. Voilà. Tu trouves ça entre la collection des données et la modélisation, et on est en parallèle avec les équipes de développement. Nous, on est dans des équipes, en fait, on est plutôt des data scientists. Eux, ce sont des équipes de développement. Puis, à un moment donné, on essaye de fusionner les résultats et d'intégrer. Et on discute tout le temps. Eux, ils utilisent des méthodologies, nous, on utilise d'autres méthodologies. Voilà, on va s'en sortir finalement. Finalement, les grandes entreprises américaines s'en sortent car ils ont en fait des cultures en fait, enfin, c'est-à-dire des méthodologies qui diffèrent quand même des entreprises françaises et tunisiennes. En Tunisie, on voit qu'il n'y a que quelques startups qui arrivent à intégrer les deux. Et là, j'ai quand même, je dois, enfin, c'est-à-dire imaginer un manager qui a passé toute sa vie en train de développer des logiciels en Java avec des méthodologies style Scrum Agile, d'accord, par exemple. Et voilà, il essaie, enfin, l'entreprise change de tactique, essaie d'intégrer le machine learning, le deep learning, l'IA, quoi, l'intelligence artificielle dans son process. Les gens, les formateurs d'autres entreprises, ou bien les nouveaux arrivent avec des méthodologies, par exemple, des approches Bill Inman, Ralph Campbell, Scrum BI, je parle ça en BI, ou bien KDP, CRISP DM, et bien Master Plan en Data Science, et ben,
il faut discuter. Je pense que la meilleure façon, c'est de discuter. Un manager qui a l'habitude de travailler avec des frameworks Angular ou parfois sur sur un fichier de code, tu finis par 3 lignes de code et une architecture claire, va trouver des difficultés quand quelqu'un lui montre un macro Python de 1000 lignes. Tu vois, mais ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Les gens commencent maintenant, ces solutions ont commencé aux États-Unis là depuis 3 ans. C'est-à-dire les architectures data science avec Python, Kedro, Noraxel, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça. Rappelez-moi si j'oublie. Donc finalement, voilà, la préparation des données se trouve entre la collection et la modélisation. Ça, c'est ma point de vue. Ça, c'est ma point de vue de workflow d'une partie de la préparation des données. Pourquoi je dis bien mon point de vue? Car quand tu prends, toi, quelqu'un qui fait du machine learning, enfin, ce slide, moi, je l'ai pris d'une présentation effectuée ou bien faite par un data scientist senior, un Indien qui s'appelle Vishal Panel, d'accord? C'est un grand data scientist, enfin, c'est un bon data scientist. Et lui, il dit, comment on fait pour réduire les dimensions, comment on fait pour préparer les données. On commence tout d'abord par traiter les champs manquants, les valeurs manquantes, puis on supprime les variables numériques qui ne varient pas, qui n'ont pas une grande variabilité. C'est simple, tu calcules l'écart type, ou bien tu calcules la variance. Sur une colonne, tu calcules la variance. Si vous voulez, je pourrais vous donner la formule. La variance, var, point var, std, standard deviation, écart type. Et bien, si l'écart type égale à 0, ou bien 0,00001, ça veut dire en fait que la quantité de variation, il n'y a pas beaucoup de variabilité. Il n'y a pas beaucoup de variabilité dans la variable aléatoire, dans la colonne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. L'information se trouve dans la variabilité. D'accord? Et bien, tu supprimes cette variable. Puis, donc, traitement des valeurs manquantes, puis tu regardes la quantité de variabilité de la variable aléatoire, et puis, en fait, là, tu vois plein de flèches. Tu peux faire une ACP. Nous avons fait ça pendant la 3e séance. ACP, analyse par composante principale. Et puis, tu regardes, en fait, l'ACP, qu'est-ce que ça va te donner, l'ACP? L'ACP te permet de sortir des nouvelles composantes. 3 composantes, 4 composantes. Tu commences à restituer l'information. Tu commences à restituer l'information. Une composante contient 30% d'information. Une composante contient 20%. L'autre 10%. Tu sommes, tu additionnes, tu finis par 60%. Tu commences à restituer l'information. Eh bien, tu prends ces composantes et tu regardes leur corrélation avec la variable cible. Bon, si les composantes n'ont pas beaucoup de corrélation, il n'y a pas beaucoup de corrélation avec la variable cible, eh ben, tu laisses tomber ces composantes, tu vois, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'ACP permet aussi de sélectionner les variables intéressantes. On verra ça. Donc voilà, voilà le premier, la première flèche, quoi, ou bien le premier workflow, hein. Tac, haka, comme ça, tu fais ça. Et puis, tu peux finalement, tu utilises des techniques comme Random Forest ou bien lasso pour sélectionner les variables intéressantes, sélectionner entre les variables, entre les colonnes intéressantes. Bon, ça c'est une idée. Sinon, tu peux faire missing values, amount of variation, boom, cluster analysis, valeur manquante, quantité de variation, et puis tu fais une segmentation. Et puis tu finis à la fin par étudier la corrélation avec la variable cible, puis tu finis par les techniques lasso et l'algorithme random forest et décisionnetterie, Adaboost, ce sont des algorithmes basés sur des arbres de décision. Un arbre de décision, hein, je te simplifie la chose. C'est comme un arbre binaire. Hein. Toi, quand tu étais jeune, quand tu as commencé ta vie en programmation, tu as commencé avec le langage C. Qu'est-ce que tu as fait avec C? Avec C, tu as étudié chaîne, une liste chaînée, une pile, une file. Et ben, tu as programmé un arbre binaire, une structure récursive. C'est une structure de données récursive. Et ben, un arbre de décision, c'est un arbre binaire, mais un peu évolué. Bref. Et ben, ça, c'est un data scientist.
Lui, il faisait du machine learning. Moi, j'ai mélangé le data mining avec le machine learning. Donc, toi, quand tu regardes ça, que tu regardes le slide numéro 6, tu vas trouver des techniques comme ACM, AFC. Ce sont des techniques qui viennent d'où? Qui viennent en réalité de la statistique. En fait, il existe, même à l'intérieur des sciences des données, il existe en fait des problèmes. Les communautés ne s'accordent pas. Les statisticiens n'analysent pas les données comme les informaticiens. C'est-à-dire, quand je prends un statisticien et j'essaie de le convertir en sciences de données, eh ben, il ne va pas analyser les données comme un informaticien converti en sciences de données, comme quelqu'un qui fait du BI et qui se convertit en sciences de données. Peut-être c'est bien, cette diversité, c'est bénéfique, car ça enrichit le propos. Peut-être ça crée des problèmes. Bref, donc dans le slide numéro 6, tu vas trouver mon point de vue. Mon point de vue où je mélange quand même la statistique. Moi, je suis plutôt, j'essaie toujours de regarder tout le monde. Je regarde les statisticiens, car quand même, les statisticiens, ce sont des docteurs en mathématiques appliquées, des mathématiciens, quoi. Et je regarde quand même les gens qui font du métier. Je regarde quand même les data scientists, les nouvelles écoles et les old school. Bon, dites-moi s'il y a un problème par rapport à ce slide. OK? Allez. Puis nous avons vu hier vraiment une liste de toutes les sous-étapes. Bon, je regarde, bon, il n'y a pas de question. Donc, une liste de toutes les sous-étapes qui se trouvent dans la préparation des données. Donc, tout d'abord, traitement des valeurs manquantes. Mais là, attention, hein, c'est numéroté. Tu dois suivre. Tu prends ta base des données. La première chose à faire, tu dois traiter le problème des valeurs manquantes. Voilà. Tu dois traiter le problème des valeurs manquantes. Puis, tu regardes les variables qualitatives. Là, tu vas me donner, pourquoi je commence par les valeurs manquantes? Je ne commence pas par les variables qualitatives. Mais imagine si toi, tu commences par les variables qualitatives. Une variable qualitative, une colonne qualitative. Je ne sais pas moi, région, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, par exemple. Ou bien pays, France, Allemagne, Espagne, Tunisie. Une variable qualitative risque d'avoir des champs manquants, N à N. C'est clair? Quand toi, tu essaies d'encoder, quand toi, tu essaies d'encoder une variable qualitative contenant des champs manquants, l'algorithme risque de considérer le champ manquant comme une catégorie. Donc, malheureusement, tu vas encoder le N à N. C'est clair? Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence déjà par les champs manquants. C'est clair? Donc, petit 1, tu prends ta base de données. Enfin, quand je dis base de données, c'est un peu exagéré. Ce n'est pas une base, hein, ce n'est pas un data warehouse. Je parle pas, il n'y a pas de table de faits, de table de dimension. Là, ce n'est pas un data mart. Non, c'est un fichier plat. Plate file. Moi, je dis plate file, comme ils disent les gens du BI. C'est un fichier plat, une table, quoi, à la SQL, des colonnes et des lignes. Moi, j'appelle ça base de données. Quand tu prends ton fichier plat, eh ben, tu commences par regarder les valeurs manquantes. Enfin, tu traites les valeurs manquantes. Après, comment tu traites les valeurs manquantes, on va en parler. Puis, tu passes aux variables qualitatives. OK? Puis, une fois que tu règles ces deux problèmes, tu passes en fait au partitionnement de ton fichier. C'est-à-dire, tu divises ton fichier en deux. Training dataset, ensemble de données pour faire un entraînement. Train dataset. Lot de données pour l'entraînement. Test dataset. Lot de données pour un test. C'est comme ça. Tu vas me dire, ça vient d'où? Ça, c'est du machine learning moderne. Les statisticiens ne font pas ça. Les statisticiens, plutôt, ils font autre chose. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ils entraînent sur tout l'ensemble. Et puis, ils font plein de tests d'hypothèses statistiques.
Ne vous inquiétez pas, moi aussi je sais faire des thèses hypothèses statistiques et on va faire des thèses hypothèses statistiques. Et tu seras professionnel dans les thèses, pro dans les thèses d'hypothèses statistiques. Donc en fait, on divise l'ensemble de données en deux lots, train dataset et test dataset, d'accord? Avec une technique d'échantillonnage, hein. Je te montre cette technique dans quelques minutes. Et puis, tu réduis toutes les colonnes à la même échelle. Rappelle-toi hier l'exemple salaire et âge. Le salaire varie entre 1 et 1 milliard, l'âge varie entre 1 et 100. Et les deux contiennent de l'information, hein. Les deux contiennent de l'information. Mais il faut quand même réduire l'échelle de deux variables. Il faut unifier les échelles. Et puis, on peut en fait là chercher les variables qui contiennent de l'information. Et à la fin, là, je parle en fait, j'ouvre en fait, je parle de l'algorithme Fourier aléatoire qui permet de sélectionner les variables les plus pertinentes. D'accord? Allez, petit rappel sur les variables, les valeurs manquantes. Comment tu traites, toi, les valeurs manquantes? Boum. Tu commences tout d'abord par identifier les valeurs manquantes. Regarde, je travaille sur le même fichier d'hier. Hein. Je viens ici, je vais créer plusieurs cellules, d'accord? Ah oui, les problèmes commencent là, il bug mon PC. Pourquoi il fait ça? Ben, ok, allez. Bon, je viens ici, science. Numéro 5, continuité sur la préparation des données. Bon, laissez-moi quand même mettre. Je change là je change là la cellule. Cette cellule, je la change vers Markdown. D'accord? Bon, allez. Je vais aller en haut. Et je vais exécuter. Hein. Exécutez-moi NumPy as MP, pandas as PD, matplotlib, pyplot as PLT. Bon, comment je vous envoie le code? Hein? Un souci. Pour les étudiants qui viennent de démarrer avec nous hein, aujourd'hui. Voilà, ça c'est du code. Mais, allez, regardez. J'appelle ça par exemple df2 égale à pd read. J'aurais dû l'écrire. Hein. Read CSV. Je prends entreprise. Rappelez-vous de ce fichier. Hein. Nous avons travaillé avec ce fichier, je pense, la première séance, la deuxième séance. Entreprise. C'est quoi le problème? Ah, à la fin, S, entreprise. Je pense. C'est bon. Oui, là, c'est bon. Là, ça marche. OK. Donc, entreprise à la fin S. Mais regarde. Ça, voilà. Si moi, je te donne ces données, je donne 50 entreprises, hein, des données liées à 50 entreprises. OK. Et on va essayer de répondre à la première question. Traitement des données manquantes, des données manquantes, des champs manquants. Qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? On commence par identifier les champs manquants. F2. Bon, on peut regarder est-ce qu'il y a des champs manquants visuellement à l'œil nu. Là, j'ai un fichier à 50 lignes. Bon, c'est facile, hein? Tu peux regarder ça à l'œil nu. Mais si moi je te donne un fichier contenant 2 millions de lignes, si je te donne un fichier contenant 10 millions de lignes, 40 gigas de données, une entreprise pharmaceutique peut générer 40 gigas de données. Son système ERP, CGX3 par exemple, je parle de CGX3 car plein d'entreprises tunisiennes travaillent avec CGX3. Je parle de ERP, Enterprise Resources ou bien Resource Planification. Planning, ERP, 40 gigas. Tu finis par 10 millions de lignes. Est-ce que tu peux visualiser l'existence des champs manquants à l'œil nu? Bien évidemment que non, c'est impossible. Donc,
Comment on fait? Tu utilises une commande. Enfin, tu utilises par exemple isNull. Et je t'ai montré hier que isNull, ce n'est pas vraiment fameux car ça donne des folds et des trous, hein, ça ne résout pas le problème. Et bien, tu agrèges. Tu me passes une requête à la SQL, tu fais ça. Tu vois? df isNull.sum, quoi. Et ben, tu vois, il y a 0 champ manquant. Tu vois, il y a 0 champ manquant. Bon, ici, tu peux aussi regarder, tu peux aussi vérifier directement à l'œil nu. Hein. Il y a 0 champ manquant sur la première colonne. Il y a 0 champ manquant sur la deuxième colonne, et ainsi de suite. Mais imagine si moi je te donne par exemple un fichier contenant 400 colonnes. Comment tu fais pour vérifier l'existence des champs manquants? Car quand tu vas essayer de lister, tu finiras par 400 zéros. Et Jupyter Notebook ne permet pas de tout visualiser. À cet égard, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois agréger encore, c'est-à-dire appliquer une autre requête. Requête à la SQL, mais bon, c'est une commande, en réalité, c'est une commande Panda, quoi. df2 isNull sum. C'est clair? Et bien là, nous avons vraiment 0 champ manquant. 0 champ manquant. Bien évidemment, il y a isNull, il y a aussi isNA. D'accord? isNA. Pareil, isNull ou bien isNA. S'il vous plaît, apprenez ces commandes. C'est hyper important pour un data scientist de savoir manipuler Pandas. OK, voilà. C'est clair maintenant? Donc, identifying missing value in tabular data. Par contre, hier, quand on a appliqué, je te rappelle hein, qu'hier, quand on a appliqué cette commande, nous avons trouvé, voilà, df isNA.sum, nous avons trouvé l'existence de plein de champs manquants. B. Je continue. Maintenant, si le fichier ne contient pas des champs manquants, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Tu passes à l'étape suivante. Si le fichier ne contient pas des valeurs manquantes, c'est simple. Tu passes à l'étape suivante. Tu essaies de traiter les variables catégoriques, les variables qualitatives. Eh bien, si le fichier, par exemple, ici, comme dans le fichier entreprise, il n'y a pas de variable. Ah, pardon. Il y a une variable qualitative. Qu'est-ce que tu fais pour cette variable? Eh bien, tu l'encodes et tu continues. Si le fichier ne contient pas de variable qualitative, tu passes à l'étape suivante. C'est clair? Donc, tu ne restes pas coincé. Tu commences champ manquant. S'il n'y a pas de champ manquant, tu passes aux variables qualitatives. S'il n'y a pas de variable qualitative, tu passes à l'étape suivante. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Essaie de travailler de manière séquentielle. Bon, pardon. Dans le fichier entreprise, nous avons vraiment une colonne qualitative. Donc là, il faut traiter. Soit on supprime cette colonne, ou bien on l'encode, label encoder, one hot encoder, blablabli, blablabla. Je reviens maintenant à cette histoire des variables manquantes. Donc, comment on traite les champs manquants? Idée. Si toi, tu disposes de beaucoup de données, c'est-à-dire tu disposes par exemple de 10 000 lignes, 1 million de lignes, 10 millions de lignes, c'est-à-dire on est là, on est dans un contexte big data, on est vraiment en big data. Bon, supprimer 1000 lignes, supprimer 1000 lignes et 10 000 lignes sur 100 millions de lignes, c'est rien. Hein? D'accord? Par contre, si toi, tu travailles par exemple avec 50 lignes, bon, si tu supprimes 10 lignes, c'est problématique. Tu vas supprimer beaucoup de données. N'oubliez pas, la collecte, les données coûtent cher. Tu peux vérifier avec Facebook. Facebook vend des données. Après, par rapport aux données gratuites,
Bon, si tu veux aller scraper des données à partir de LinkedIn ou bien à partir de Twitter, eh ben, tu vas écrire du code, tu vas tester, ça va te prendre quand même beaucoup de temps. La collecte de données, c'est cher. Parfois, les données sont plus chères. Parfois, dans le processus, le plus cher, c'est en fait l'obtention des données. Donc, puisque les données sont chères, parfois, on ne s'amuse pas en fait par supprimer des lignes. Je vous ai montré hier que voilà comment on supprime des lignes. Hein. C'est-à-dire si une ligne contient des informations manquantes, eh ben, on peut supprimer cette ligne. Et je vous ai parlé du client, le client numéro 4, le quatrième client, enfin ici son indice égale à 3. Ben, ce client, il n'a rien renseigné. Ben, je te pose une question. Est-ce qu'il est utile de garder ce client? Est-ce que ce client contient une information? C'est un mauvais client et il a demandé 1 500 $. Il n'a rien renseigné. Voilà. OK. Donc, ça, c'était hier. Donc, je t'ai montré comment tu supprimes des lignes et comment tu supprimes des colonnes. Maintenant, je te pose une question. Je continue, en fait, dans la politique. Dans cette politique, j'ai un champ manquant. Je supprime soit la ligne correspondante, soit la colonne correspondante. Bon, c'est une possibilité, j'ai le droit. Maintenant, j'ai une question. C'est quoi le plus compliqué? C'est supprimer la ligne? C'est quoi le plus difficile ou bien le plus conséquent? C'est quoi la décision la plus conséquente? C'est supprimer des lignes ou bien supprimer des colonnes? Bien évidemment, supprimer des colonnes est plus conséquent. Attention, car toi, quand tu supprimes une colonne, en réalité, tu la supprimes sur toutes les lignes. Quand toi, tu supprimes une colonne, tu la supprimes par rapport à tous les clients. D'accord? Par contre, quand tu supprimes un client, quand tu supprimes une ligne, tu as supprimé un client. Un client. C'est clair? Donc attention. Bon, bref, comment on fait ça? Tu fais drop NA, axis égale à 0 ou bien axis égale à 1. Bon, tu peux regarder la vidéo d'hier. OK, très bien. Maintenant, oui, Abdelaziz Selmi, très bien. Supprimer une colonne est plus dangereux. Et de toute manière, tu fais attention. Même quand tu supprimes, tu fais attention. Toujours, tu dois revenir à tes données. Tu dois, s'il te plaît, regarder tes données. Voilà. Allez, je passe. Maintenant, supposons que toi, tu ne veux pas supprimer des lignes. Les données que tu viens de collecter, imagine, tu viens de passer 3 mois sur LinkedIn en train d'écrire du code pour automatiser le process de scrapping. Tu travailles avec Selenium pour automatiser l'ouverture par exemple, de tes navigateurs Firefox ou bien Chrome. Selenium, il existe 2 versions, Java et Python. Puis, tu te connectes sur les différents profils. Tu scrapes, c'est-à-dire tu récupères les informations de chaque profil avec Requests ou bien avec l'API de LinkedIn, avec un compte développeur, bien évidemment. Et puis, tu fais le parsing, par exemple, avec Beautiful Soup. Tu as passé plein de temps. À chaque fois, LinkedIn bloque l'opération du scrapping, de récupération de données. Par exemple, pendant une journée, tu fais ça. Après 1 heure, il bloque le process. Après 1 heure, il bloque le process. Donc, pendant 3 mois, tu es en train de lutter et tu as récupéré, par exemple, 5000 profils. Je parle des faits réels, là. C'est un vrai projet. Tu finis par 5000 profils. C'est bon, t'en as marre, hein, tu as perdu trop de temps. Quelqu'un qui a perdu 3 mois de sa vie en train de récupérer des données, 5000 profils sur LinkedIn. Après, quand moi, je vais lui demander de supprimer des données, en fait, il va me dire, mais c'est pas possible. Non, je supprime pas des données. J'ai passé beaucoup de temps sur ces données. Et lui, il a raison. Les données coûtent cher. Donc, on peut remplacer les champs manquants. Il existe des solutions. On peut remplacer des champs manquants. Allez-y, je peux vous montrer comment on remplace les champs manquants. Allez, on n'a pas traité ça hier. En fait, hier, pour vous dire la vérité,
Voilà, j'ai eu un souci ici, c'est-à-dire au niveau de la cellule 44. Bon, je vous explique tout simplement pourquoi j'ai eu cette erreur. Pourquoi j'ai eu cette erreur? Car moi, personnellement, je ne remplace pas les champs manquants. Quand j'analyse des données, moi, personnellement, je remplace pas les champs manquants. Enfin, vous pouvez me dire pourquoi. Pourquoi, toi, tu nous enseignes, il faut remplacer les champs manquants, alors que comme moi, j'analyse vraiment des données, je remplace pas les champs manquants. En effet, enfin, mettez ça, écrivez ça en rouge. Quand toi, tu commences à remplacer des champs manquants, en fait, tu es en train d'introduire des hypothèses. Des hypothèses. Ces hypothèses n'existent pas dans les données. Donc, sans faire attention, tu es en train de fausser tes résultats. Voilà tout simplement pourquoi, personnellement, moi, je remplace pas les champs manquants. Après, quand même, je dois te montrer la technique. Quand même, je dois te montrer la technique. Bon, regardez comment on va faire. Bon, je prends ce bout de code qui marche pas. Donc, aujourd'hui, en fait, le plus, on va vraiment finir cette partie de comment, voilà, on va essayer de répondre à cette question, comment on remplit les champs manquants. Comment on remplit les champs manquants. Donc, vous pouvez aller au slide numéro 14 hein, dans la présentation, où il y a le chiffre 8, hein, Imputing Missing Values. Donc, vous allez trouver qu'il existe en fait des stratégies, on va parler de ça. Bon, je prends ce bout de code. Déjà, il faut que je charge ça. Hein. Je dois charger ça. Puis, j'exécute quelques commandes. Bon, allez. Ça prend un peu de temps. Allez, bon. Donc, DF. Ça, c'était notre base d'hier. OK? Donc, NaN, NaN, NaN. Nous avons des valeurs manquantes. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je vais changer code vers Markdown et deux hashtags, j'écris question. Comment remplir les champs manquants? Voilà. Point d'interrogation. Bon, quand même, allez, j'écris. Il existe deux possibilités. Bon. Quoi la première possibilité? Cas d'une colonne numérique, c'est-à-dire variable numérique réelle. Variable numérique réelle. Deuxième possibilité. Cas d'une colonne qualitative. Catégorique, hein, bon, ça vient de l'anglais catégorie, mais plutôt une variable qualitative. Bon, je t'envoie le texte. C'est du Markdown, hein, Je t'envoie le texte. Bon. Maintenant, comment on travaille dans le cas d'une colonne, numérique, On peut remplacer les champs manquants, bien évidemment numérique, par la moyenne, par la médiane, par la valeur
la plus fréquente. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu traces l'histogramme et tu regardes en fait la valeur où l'histogramme atteint son maximum. La valeur la plus fréquente par la valeur précédente. Par la valeur suivante. La valeur suivante. Attention, la valeur précédente ou bien la valeur suivante, c'est en série temporelle. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait un peu de série temporelle ou pas, mais la valeur précédente ou bien valeur suivante, vraiment pour les séries temporelles. Ça s'applique beaucoup pour les séries temporelles. Dites-moi si vous n'avez pas fait de série temporelle. Bon. Très bien. Bon, je t'envoie le texte. Je continue. Maintenant, pour les variables qualitatives, qu'est-ce qu'on peut faire? Apparemment, tu comprends que je ne peux pas calculer une valeur moyenne. Quand moi je te dis Espagne, France, Allemagne, est-ce que tu peux calculer une valeur moyenne? C'est quoi la valeur moyenne entre hommes et femmes? Est-ce qu'il existe en fait une valeur moyenne entre hommes et femmes? Ça n'existe pas une valeur moyenne entre hommes et femmes. Pour la simple raison que cette colonne est une colonne qualitative. Enfin, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il existe une valeur moyenne entre tous les gouvernorats, Tunis, Medine, Gbelli, Béja, Sousse, je ne sais pas moi. Est-ce qu'il existe une valeur moyenne? Il n'y a pas de valeur moyenne. Donc, on ne peut pas remplacer par la moyenne, par la médiane. Par contre, on peut remplacer par la valeur la plus fréquente. D'accord? La valeur la plus fréquente. C'est-à-dire, imagine, toi, tu as homme. Enfin, c'est-à-dire 90% de cas, c'est homme. Et 10% de cas, c'est femme. Ou bien l'inverse. Et tu as des champs manquants. Donc, la probabilité que ce champ manquant soit homme est plus grande que la probabilité que le champ manquant soit femme. C'est clair? Bien. Bon, tout ça, c'est normal. Apparemment, vous êtes en train de comprendre. Maintenant, je veux en fait passer à un autre niveau. Pour une variable qualitative. OK? Il existe en fait une autre stratégie qui permet de remplacer les champs manquants. Cette stratégie consiste à appliquer des algorithmes. Enfin, là, tu vas rien comprendre. Hein. Tu vas rien comprendre. Tu vas me dire, comment ça se fait? Ben, regardez, je suis dans le slide numéro 2. Tu vas me dire, comment ça se fait que moi, je suis dans la partie préparation des données. Dans la partie préparation des données, toi, dans ta tête, on n'applique pas des algorithmes ou bien des modèles mathématiques. Oui, plus que la modélisation, se trouve dans la partie modélisation. Et regardez, hein, dans tous les process, dans tous les pipelines, on trouve toujours le modèle après la partie préparation des données. Là, je te dis d'utiliser un algorithme qui vient de la modélisation pour remplir les champs manquants. Oui, ça existe. Bon, je vais t'expliquer. En fait, on utilise un algorithme de classification comme KNN, K plus proche voisin. C'est un algorithme utilisé, c'est comme K-means, hein. L'algorithme KNN, c'est comme K-means. C'est un algorithme qui dresse une règle de décision basée sur les voisins, sur les proches voisins. C'est-à-dire, on va aller calculer des distances entre le point et ses voisins. Après, on fait un système de vote. Donc, tu vois, on utilise un algorithme de classification comme KNN. Par contre, là, il faut supprimer la variable cible. C'est clair? C'est-à-dire, quand tu appliques cette stratégie, tu dois supprimer la variable cible. Ne t'inquiète pas, cette stratégie est déjà implémentée dans Scikit-learn, dans la nouvelle version qui vient de sortir en décembre, je pense. C'est clair? OK. Bon, maintenant, est-ce qu'il existe en fait des stratégies plus évoluées par rapport aux variables numériques? Oui. Je pose une question. Comment remplir un champ numérique manquant? C'est-à-dire, toi, tu as une colonne numérique, une variable numérique réelle, et tu veux remplacer le champ manquant. Bon, on peut
utiliser l'ACP. Je peux utiliser, c'est-à-dire une analyse par composante principale. Une analyse par composante principale permet de remplir les champs manquants. Voilà. On peut réaliser une segmentation. On peut réaliser une segmentation. Puis, quand le point se trouve dans un groupe, eh ben, on associe à ce point-là la valeur moyenne du groupe. On peut utiliser une segmentation. C'est-à-dire associer la valeur donnée par le centre de gravité du groupe, d'accord, ou à l'observation, à la ligne, enfin le client ayant le champ manquant. Je continue. Bon, déjà, ça c'est compliqué. Déjà, bon, je vous envoie en fait ce texte et on va commencer à appliquer. Allez, on va commencer à appliquer. C'est Markdown, hein? Mettez ça dans Markdown. Bon, donc, je commence alors par remplacer les champs manquants par la moyenne. Regardez comment on fait. Donc ça, c'est notre base de données, DF. Okay. Par exemple, je regarde la deuxième colonne. 1100, 1300, 1500, et ainsi de suite. Enfin, on peut travailler directement sur moi. Allez, on va travailler directement, par exemple, sur value. Il y a déjà NaN ici. La quatrième ligne, il y a NaN, il y a un champ manquant. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, from, allez, application de la stratégie min sur une colonne. Donc, from escalirn, d'accord? Point impute. Donc, on va charger sample imputer. On va charger sample imputer. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on peut, par exemple, on va instancier sample imputer. On va instancier sample imputer. Puis, on va regarder les attributs de cet objet. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve missing values et on trouve la stratégie. C'est clair? Donc, dans la stratégie, si moi je fais ça, dans la stratégie, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la valeur moyenne, on trouve la valeur médiane, on trouve the most frequent value, la valeur la plus fréquente, et on trouve une constante. C'est-à-dire, toi, tu peux, par exemple, utiliser toutes ces stratégies. D'accord? Et puis, tu viens ici, tu trouves le champ à remplacer. OK. Donc, laissez-moi donc ici régler les attributs. Donc, je vais lui dire, c'est quoi le champ manquant? C'est N majuscule à N. Enfin, tu peux vérifier dans la base. Et puis, la stratégie, c'est avec valeur moyenne. On va remplacer avec une valeur moyenne. Bon, j'exécute. Très bien, ça marche. On va avoir peut-être une erreur. Hein. Donc, SI, sample imputer, point fit transform, df, et on va choisir, nous avons dit value. Hein. Pourquoi value? Car déjà, sous nos yeux, il y a la quatrième ou bien la cinquième ligne où il y a un champ manquant. Donc, j'exécute. Voilà, je m'attendais à ça. J'obtiens un message d'erreur. J'exécute, j'obtiens un message d'erreur. Attendez, déjà, je vous envoie ce code, puis on va discuter le message d'erreur. Regardez. Ah, la colonne ne s'appelle pas value. Ah, c'est majuscule. Hein. Value. OK. Donc là,
il me demande d'avoir un tableau avec une certaine dimension. C'est-à-dire, ça de toute manière, nécessite toujours l'utilisation des matrices colonnes. Bon, je vais t'expliquer une fois pour toutes cette histoire de reshape. Allez, je fais df value, j'exécute. Donc, df value ici, c'est une série. En effet, df, c'est un data frame, d'accord. C'est un objet pandas, CTRL Z. df value, c'est une série, c'est un objet pandas. Comme moi, j'ai donné df value à scikit-learn, elle n'a pas aimé. De manière générale, la bibliothèque scikit-learn, le module scikit-learn, n'aime pas les objets pandas. Il aime plutôt les objets NumPy. Bon, comment je fais, moi, pour transformer df value en un objet NumPy? En fait, j'utilise .values, l'attribut .values. Donc, je vais récupérer toutes les valeurs dans un objet NumPy. Tu vois? Donc là, c'est un tableau. Cette quantité, quand je fais print type, quand j'obtiens un objet de la classe n-dimensional array. C'est un objet NumPy. Ce tableau, c'est un tableau à la C. Zone contiguë de mémoire, même type et objet statique. Ce qui assure vraiment une grande rapidité. Enfin, les gens disent que Python, c'est dynamique. Oui, je sais, Python, c'est dynamique. Tu prends une liste, tu fais append, tu peux évoluer les structures du Python. Mais dans NumPy, on a réglé le problème. Les langages dynamiques, ce sont des langages très, très lents. Enfin, très, très lents, pardon. C'est clair? R, MATLAB, Python, ce sont des langages, je pense que PHP aussi est dynamique. Enfin, corrigez-moi. Après, les langages statiques, ce sont des langages rapides. Donc là, on est en train de parler d'un objet statique. C'est clair? B. Bon, donc, comment je fais ça? Comment je prends ce tableau? Je prends ce tableau, ce array, et je l'affiche. Je veux obtenir un tableau commencé. Allez, je veux regarder sa forme. Je fais shape. Le code me dit que ce tableau contient 5960 cases. Malheureusement, il n'y a pas de structure ici. Ici, est-ce que j'ai une matrice ligne? Non. Est-ce que j'ai une matrice colonne? Non. J'ai juste un tableau. Par contre, regardez, je prends le tableau et je fais reshape, je change sa forme. OK? Le tableau contient 5960 cases. Donc, je lui dis, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, transforme-moi ce tableau en une matrice colonne. Tu vois, ça, c'est une matrice colonne. Quand j'écris reshape 5960,1, il va me transformer le tableau, regardez-moi sur la caméra, le tableau qui est un tableau, c'est une structure qui n'a pas de dimension algébrique, c'est pas de l'algèbre linéaire, ça devient une matrice colonne. La preuve, je vais écrire ici, par exemple, tableau R, ou bien tableau T, j'exécute. Quand je regarde la forme de ce nouveau tableau T, est-ce que j'obtiens 5960? Non, j'obtiens, regarde, 5961. C'est-à-dire 5960 lignes, une seule colonne. C'est la structure de quoi? Toi, où tu as étudié ça? En algèbre linéaire. C'est une matrice colonne. Eh bien, pourquoi je vous raconte tout ça? Car vous allez finir par plein d'erreurs comme ça. Donc lui, ici, il me demande un tableau à 2 dimensions. Bon, je veux lui fournir ça. Bon, j'écris .values, OK? Et puis reshape -1. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi j'ai mis -1? Pourquoi je n'ai pas mis la vraie longueur du tableau, 5960? En fait, c'est une astuce.
Quand toi, tu ne connais pas, ou bien tu n'as pas envie de savoir la longueur d'un tableau, quand tu mets -1, ça marche. C'est clair? Quand tu mets -1, ça marche. Voilà. Enfin, ça donne le même résultat. Bon, quand même, je vais t'envoyer tout ça. Donc, Shift M. M. Attends. Ah, c'est bon. Bon. C'est bon. B. Donc, je viens ici. Bon, j'exécute. Je tiens quand même un autre message d'erreur. Tu vois, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que lui, il ne comprend pas NaN. Donc, regardez ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, on va travailler correctement. Je vais. OK. Donc, je vais prendre la colonne value. OK? Qui contient des valeurs numériques, puis j'ai NaN. En fait, apparemment, il n'a pas aimé NaN. Et je vais remplacer. Je vais remplacer NaN par 0. Je vais remplacer NaN par 0. Fil NA. Donc, comment je fais pour remplacer NaN par 0? J'utilise la méthode fil NA. Donc, dès que je trouve NaN, je remplace ça par 0. Voilà. Donc, tu vois, la quatrième ligne, maintenant, il y a un 0. OK? Puis, je viens dans, ici, au lieu d'avoir NaN, je vais plutôt mettre 0. C'est-à-dire, il va me remplacer les 0 par la valeur moyenne. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'envoie ça dans des f-values. C'est clair? Bon, j'exécute, puis c'est bon. Là, c'est bon. Là, la transformation, en fait, s'est effectuée. Donc, peut-être, en fait, vous aurez des erreurs comme ça. Donc, toi, tu remplaces le NaN, par exemple, par une valeur connue, hein, par exemple, par 0, ou bien tu peux mettre moins 1 milliard, mais en fait, une valeur que tu connais bien. Et puis, tu fixes ta stratégie, et puis tu appliques. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Allez-y, on va voir la quatrième ligne. Donc, je viens ici, je vais appeler ça value impute. OK? Et je vais regarder dans value impute la quatrième valeur. Je te rappelle, moi, mon but est de remplacer ce 0. Hein. C'était NaN. Maintenant, c'est devenu un 0. Mon but est de remplacer ce 0. Donc, se trouve dans la quatrième ligne. Je fais value impute de 3. 0, 1, 2, 3. Donc, puisqu'en Python, on commence à partir de 3, j'exécute, tu vois. Donc, on obtient la valeur moyenne qui est égale à 101 766. C'est-à-dire, autrement dit, sur ce client, le client numéro 3 ici, qui a renseigné uniquement, ou bien dont on connaît deux informations. Le montant demandé, 1500 $. Et son état historique par rapport à la banque, c'est un mauvais client. Ce client, à la base, il n'a pas renseigné toutes ces informations. Si toi, tu veux remplacer, par exemple, le value, c'est-à-dire le champ manquant au niveau de value, par la moyenne, tu vas mettre, au lieu de NaN, 101 000 $. 100 000 $, quoi. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que c'est logique? Bien évidemment, ce n'est pas logique. Tu vas fausser tes résultats. Donc, attention. Voilà pourquoi, personnellement, je ne remplace pas les champs manquants par ces stratégies. Moi, je ne crois pas à ça, tout simplement.
Après, toi, tu fais tout ce que tu veux. Moi, je te montre la technique. C'est un art. De toute manière, c'est un art. Hein. Il n'y a pas de mathématiques ici. C'est un art. Tu veux ajouter des hypothèses supplémentaires dans tes données, vas-y. Mais après, quand tu vas pas obtenir du bon résultat, ça, c'est ton problème. OK, donc voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire remplacer par la valeur moyenne? C'est clair? B. Bien évidemment, on peut mettre ici médiane, on peut mettre most frequent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, bon, quand même, je t'envoie le code. Je t'envoie le code. Non. Vas-y, donc Shift M. C'est bon, je t'ai envoyé le code si tu veux tester maintenant. Maintenant, je te demande, s'il te plaît, d'aller sur ce site. Tu peux aller sur ce site et on va discuter. Donc, ce site contient toutes les techniques d'amputation des champs manquants qui se trouvent dans scikit-learn. Donc, on trouve des techniques style, des techniques univariées, des techniques multivariées. Donc là, au début, tu vas trouver la fameuse technique d'amputation par la stratégie valeur moyenne, médiane, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc, tu peux. Enfin, après ça, c'est le site officiel de scikit-learn. Le manuel de scikit-learn fait à peu près 1000 pages. OK? Bon. Maintenant, je t'ai parlé tout à l'heure de l'algorithme KNN. En fait, cette fonctionnalité est une nouvelle fonctionnalité. C'est-à-dire, les gens qui travaillent, la communauté de développement de scikit-learn vient d'ajouter l'algorithme KNN là depuis quelques mois, car c'est très utile. OK? Donc, voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu charges scikit-learn, le sous-module impute, et tu charges la classe KNN, KNN imputer. Et cet algorithme, KNN imputer, te permet de remplacer les champs manquants en utilisant les proches voisins. Les proches voisins. Donc, on s'approche un peu de la réalité. Donc, toi, tu peux regarder ce site et tu peux commencer à jouer. Hein, c'est-à-dire, tu remplaces tu choisis une stratégie, puis tu remplaces tes champs manquants. Voilà. Bon, là, c'est bon. Je clôt cette partie d'amputation. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, nous avons fini avec le traitement des valeurs manquantes. On va passer aux variables qualitatives. Par rapport aux variables qualitatives, hier, je vous ai parlé de deux catégories de variables qualitatives. La première catégorie, c'est les variables qualitatives ayant deux modalités. Et nous avons vu que afin d'encoder une variable qualitative ayant deux modalités, on utilise la label encoder. C'est clair? Puis, donc Reason, hein, je te rappelle que Reason hier avait deux catégories, Home Improvement et Depth Consolidation, deux catégories. Donc, nous avons utilisé Label Encoder. Nous avons transformé la colonne. Maintenant, puis nous avons transformé cette colonne vers un data frame. OK? Après, la deuxième catégorie des variables qualitatives, eh ben, c'est une catégorie où nous avons plusieurs modalités, comme par exemple la variable job. Quand toi, tu prends la colonne job, tu vas trouver other, office, manager, prof, sales, self. Eh ben, on peut utiliser label encoder, mais je t'ai expliqué que label encoder, malheureusement, introduit un biais. Bon, prends, toi, exemple, Bizert, Tunis, Sousse, Beige, par exemple, Gassri, Gafsa, par exemple. Eh bien, si toi, tu vas mettre 0 à Bizert, tu vas donner 0, tu vas associer 0 à Bizert, et tu vas associer, par exemple, 6 à Gafsa.
Maintenant, ma question, et tu vas associer par exemple 2 à Gasserine. Est-ce que Gafsa c'est 6, Gasserine c'est 2, Bizerte c'est 0. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que, mathématiquement parlant, c'est quoi le plus proche de 0? 2 ou 6? C'est 2. Maintenant, géographiquement, est-ce que Gasserine est proche de Gafsa? Ou bien plus proche, est-ce que Gasserine est plus proche de Gafsa que Bizerte ou c'est l'inverse? Bien évidemment, c'est l'inverse. Donc, attention, dans une variable qualitative ayant plusieurs catégories, on utilise rarement label encoder. Après, je vais t'expliquer ça dans les méthodes ensemblistes. Ces méthodes ne sont pas, c'est-à-dire bouleversées par label encoder, c'est pas grave. Mais de manière générale, attention par rapport à label encoder. Donc, on utilise one-hot encoder. Bon, je profite aujourd'hui, en fait, et je vais te montrer une autre technique, une technique plutôt rapide d'encodage. D'accord? Donc, regarde. Je viens ici. J'écris comment encoder des variables qualitatives avec Pandas. Donc, je vais prendre dfclean, puisque dfclean ne contient pas de champs manquants. N'oubliez pas, on encode les variables qualitatives. Une fois, on règle le problème des champs manquants, des valeurs manquantes. Puis, j'utilise en fait tout simplement la méthode getDummies. Je veux pas, là, je ne veux pas utiliser scikit-learn. Je veux utiliser plutôt la méthode getDummies. Je prends df clean, juste histoire de te montrer. Hein. Donc, j'ai reason, j'ai job, 2 variables qualitatives. Je viens dans getDummies, je fais df clean, d'accord? Et je lui passe les deux colonnes, donc reason et job. Et j'exécute, boum, j'encode directement. Il va? Bon, après, toi, tu as le choix. Hein. Est-ce que tu veux utiliser Pandas ou bien tu utilises l'autre, tu utilises scikit-learn. Donc là, regardez, la colonne reason contenait à la base 1, 2, 3, pardon, la colonne reason contenait à la base deux catégories. Où on trouve ça? Voilà, debt consolidation et home and payment. Par contre, la colonne job contient 6 catégories. Manager, office, ainsi de suite. Donc, on trouve ça directement dans un data frame. Ça, c'est quoi? C'est un data frame. Ça facilite trop le travail. Il reste maintenant juste un petit souci. C'est quoi le petit souci ici? Quand toi, tu prends, par exemple, la colonne raison, eh ben, on finit par 2 colonnes. Regarde. Par exemple, le client numéro 5 ici, il a mis comme raison qu'il veut améliorer sa maison. Donc, bien évidemment, c'est 0. En fait, il y a 2 raisons. C'est comme femme et homme. Si tu n'es pas femme, si tu n'es pas une femme, alors tu es un homme. Et si tu n'es pas un homme, si le client n'est pas un homme, alors forcément, c'est une femme. Femme, homme, femme, homme. Je parle bien sûr en Tunisie, quoi. Donc là, c'est une corrélation. On vient d'introduire une corrélation. Ces deux colonnes sont corrélées. Ça te rappelle quoi? Ben, ça te rappelle the dummy variable trap. Nous avons traité ça hier. The dummy variable trap, ce piège. Quand toi, tu utilises one-hot encoder, tu finis toujours par ce piège. Tu finis toujours par 2 colonnes corrélées. Bien évidemment, quand il y a 2 catégories. Et quand il y a 6 catégories, tu finis par 6 colonnes corrélées. À cet égard, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supprimer une colonne. Par exemple, debt consolidation, je peux supprimer cette colonne.
Et par rapport à job, on choisit une colonne et on la supprime. Bon, tu vas me dire comment je fais ça. Enfin, toi, tu peux, par exemple, soit utiliser drop. Sinon, si tu prends la méthode getDummies, si tu prends la méthode getDummies, tu vas trouver la méthode getDummies, c'est une méthode qui se trouve dans Pandas, ok, c'est une fonction. Tu vas trouver drop first equal false. Donc, je viens ici, je mets une virgule, je mets drop first, et au lieu de false, je vais mettre true. J'exécute, ça marche. Et figure-toi, j'ai laissé exprès ici une virgule, et ça marche quand même. Ça, oui, quand tu mets une virgule à la fin, ça marche quand même en Python. Bon, bref, bon, ça c'est une astuce. Donc, tu vois, drop first égale à true permet de supprimer une colonne par rapport à chaque variable catégorie, par rapport à chaque variable qualitative. Alors, par rapport à job, nous avons maintenant 5 colonnes. Et par rapport à reason, nous avons une seule colonne. Et cerise sur le gâteau, on réalise l'encodage avec une seule ligne. On réalise l'encodage avec une seule ligne de code. B. Là, toi, tu vas me demander, et là, tu as tout à fait raison. Tu vas me dire, s'il existait une seule ligne pour réaliser l'encodage, au moins one hot encoder, pourquoi tu nous as montré scikit-learn hier? C'est-à-dire ce process, hein, comme ici, tu vas charger one hot encoder de scikit-learn, tu vas instancier one hot encoder, tu vas en fait encoder, et puis tu vas transformer la matrice vers une matrice, c'est-à-dire d'une échénée vers une vraie matrice, et puis on va transformer job encode, qui est un tableau à la C, vers un data frame. Enfin, tu vas me dire, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi on ne travaille pas avec une seule, pourquoi on travaille pas avec une seule ligne? B. Regardez ma réponse. Regardez ma réponse. Moi, en fait, à l'école d'ingénieur en cours du jour, c'est-à-dire à la formation, en formation initiale, ou bien chez les business analysts, je montre directement getDummies. Pourquoi pour toi, je te montre le processus? Car toi, tu auras besoin d'inclure tout ça dans un pipeline. Un autre jour, toi, tu es ingénieur de développement, enfin, tu es en train d'écrire des codes. Tu passes toute ta journée à écrire du code. Donc, tu as envie quand même à intégrer ce workflow dans un process, dans un pipeline, et le mettre, par exemple, sur un stream, sur le cloud, ou bien l'inclure dans des bibliothèques spécifiques dans ton entreprise. B. Quand tu vas analyser beaucoup de données, c'est quoi le problème des gros lots de données? C'est le temps de traitement. Scikit-learn te permet, malgré que c'est compliqué, malgré que cette solution getDummies est plus simple que la solution qui utilise scikit-learn. Mais la solution qui utilise en fait scikit-learn demeure plus rapide. Car scikit-learn, en réalité, à l'intérieur, est programmé en Fortran et programmé en C. Donc, je te demande, je t'exige de connaître les deux process. Voilà. Voilà, là, c'est bon, le débat est clos par rapport à l'encodage des variables en fait qualitatives. Bon, question, est-ce qu'il existe uniquement label encoder ou bien one hot encoder? Non. Il existe en fait plusieurs techniques d'encodage. Il existe plusieurs techniques d'encodage des variables qualitatives. Mais moi, j'ai commencé avec les deux techniques les plus connues. C'est-à-dire label encoder, 0 ou 1, tu as 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Ou bien one hot encoder. Très bien. Allez, on va passer maintenant au partitionnement. Bien évidemment, hein, un autre jour, je vais t'expliquer les autres techniques. Mais pour l'instant, prends ces techniques de base. Car je n'aime pas vraiment interchevaucher. Déjà, c'est compliqué, le propos est compliqué. On travaille par étapes. Juste, s'il te plaît, un point.
Si toi, tu veux accélérer tes traitements des données, utilise, s'il te plaît, NumPy et utilise scikit-learn. Pandas, on l'utilise pour réaliser les requêtes SQL. C'est-à-dire, quand toi, tu veux faire des requêtes, quand toi, tu veux nettoyer les données, quand toi, tu veux charger les données, tu peux utiliser Pandas. Et puis, tu t'arrêtes ici. Après, pour les autres traitements, on essaie d'accélérer. Sinon, on risque en fait d'avoir un produit, enfin un projet qui est très lent et qui ne correspond pas aux spécificités techniques. N'oubliez pas, un autre jour, tu vas analyser 100 gigas de données. Un autre jour, tu as besoin de mettre tous ces codes dans un pipeline sur le cloud. Et tu vas analyser des données en temps réel. Un stream, quoi. B. Maintenant, comment on divise l'ensemble de données en deux ensembles? OK. À cet égard, je dois te montrer ce slide. En effet, en machine learning, nous avons deux styles d'apprentissage. C'est-à-dire ce qu'on va étudier ensemble cette année. En réalité, il existe à peu près 4 styles d'apprentissage. Il y a l'apprentissage renforcé, où la machine n'a pas besoin de données. La machine fabrique ses données avec des générateurs de nombres aléatoires. Oui, ça existe. Regardez AlphaGo. Vous pouvez taper sur Internet AlphaGo. C'est DeepMind. Hein. DeepMind, c'est une start-up qui se trouve en Angleterre, qui utilise le Deep Reinforcement Learning, l'apprentissage renforcé. La machine fabrique ses données. Donc, il y a l'apprentissage renforcé. Il y a l'apprentissage semi-supervisé. On ne va pas traiter ces deux apprentissages. Puis, nous avons l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Donc, l'apprentissage supervisé, on l'utilise quand il y a une variable cible. Comme ici. Donc, chez nous, là, quand je te montre ça, elle est où la variable cible? C'est bed. C'est l'état du client. Par exemple, dans le fichier entreprise, elle est où la variable cible? C'est profit. Toi, qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu cherches à prédire le profit de ces 50 entreprises. Donc, c'est une variable cible, target variable. Par contre, dans notre fichier, le fichier de la banque, la variable cible, c'est bed. 1, si le client est un mauvais client. 0, si le client est un bon client. Et nous, on cherche de prédire cette variable cible. Donc, dans ce cas-là, ou bien dans ce cas-là, entreprise ou bien le fichier de la banque, nous avons une variable cible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Apprentissage supervisé. Bien évidemment, si la variable cible est contenue, comme dans entreprise, on fait une régression. Si la variable cible est discrète, comme dans le cas du scoring d'un client d'une banque, tu vas me faire une classification. Alors, l'idée c'est quoi? On prend nos données. Donc, le rectangle blanc ici, c'est l'ensemble de données. Vraiment, c'est tout l'ensemble de données. Puis, on va diviser cet ensemble en deux lots. Train dataset, ensemble de données d'entraînement. Test dataset, ensemble de données qui va servir pour tester. OK? Entraîner quoi? Tester quoi? Entraîner le modèle. Tester le modèle. C'est-à-dire, on va entraîner le modèle, entraînement, on va entraîner le modèle, puis on va tester le modèle. Le modèle, hein, je te rappelle, Camille, c'est un modèle. Camille, l'algorithme Camille, c'est un modèle. Une régression linéaire, c'est un modèle. KNN, l'algorithme KNN, c'est un autre modèle. Bon, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de mathématiques dedans, mais c'est un algorithme informatique, c'est un modèle. Donc, il a besoin d'un entraînement. Question, comment on fait pour diviser l'ensemble des données en deux lots? Ensemble d'entraînement et ensemble test. OK? On utilise, par exemple, un échantillonnage aléatoire.
OK? Comment on fait? On utilise un générateur de nombres aléatoires obéissant à la loi uniforme. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu prends ton fichier. Tu vois, ça c'est ton fichier, tes données. Tu vas tout d'abord splitter, tu vas tout d'abord diviser tes données en Y et X. Bon, ici c'est un peu bizarre pour vous car la variable cible se trouve à gauche. Bon, c'est pas grave. Tu vas diviser ce fichier. Donc bed, c'est Y, enfin c'est notre variable cible, et X, enfin la matrice X rectangulaire contient les autres variables explicatives. D'accord? Si je prends, moi, par exemple, l'exemple de le fichier entreprise, elle est où la variable cible? La variable cible, c'est profit. La variable cible, c'est profit. Et X, la variable, ou bien les variables explicatives, c'est R&D spend, administration spend, marketing spend et position géographique. Donc, tout d'abord, tu vas diviser, tu vas splitter Y et X, OK? Et expliquer ici. Donc, tu vois, Y est une variable cible. Je parle d'un apprentissage supervisé. Donc, j'ai une colonne. Très bien. Maintenant, j'ai X, une matrice rectangulaire, des variables de décision, des variables indépendantes, des variables explicatives. Allez, je prends X, je vais le diviser en deux. Je prends X, je le divise en deux. Comment je le divise en deux? Selon les colonnes? Non. Selon les lignes. C'est-à-dire, je vais choisir quelques clients pour faire l'entraînement, quelques clients pour faire le test. D'accord? Et je fais la même chose pour Y. Voilà ce qu'on appelle random sampling. Et cette étape fonctionne d'une manière aléatoire. C'est-à-dire le choix doit être aléatoire. C'est un échantillonnage aléatoire. Bon, maintenant tu vas me poser la question. À quoi ça sert tout ça? Tu regardes. J'ai un X-train. Le X-train et le Y-train. Le X-train là, en vert, et le Y-train en vert. On va utiliser ces deux lots de données, ces deux matrices, pour entraîner le modèle. On va entraîner le modèle. C'est-à-dire, on va fixer les paramètres du modèle. On va fixer, par exemple, le K. C'est quoi K? K, c'est le nombre de groupes dans K-means. On va fixer K. C'est quoi K? K, peut-être, c'est le nombre de plus proches voisins dans l'algorithme KNN. On peut, avec l'entraînement, on peut fixer A et B. Y égale à AX plus B, dans le cas d'une droite. AX plus B, A et B. A et B, ce sont deux paramètres. Maintenant, une fois le modèle entraîné, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens, j'applique X-test. Regardez. Tout d'abord, j'ai un fichier. Je divise le fichier en deux, Y et X. B, OK. Selon la colonne, comme ça, verticalement. Maintenant, j'effectue un échantillonnage aléatoire. Je divise X en deux parts, X-train, X-test. Je divise Y, Y-train, Y-test. Donc là, j'ai 4 lots. X-train, X-test, Y-train, Y-test. Je prends X-train, Y-train, je les passe directement au modèle. Le modèle s'entraîne, aucun souci. Maintenant, je cache Y-train. Tu vois là, le truc en violet, là en bas, je le cache. Et je donne en fait au modèle X-test. Je lui donne X-test. Pourquoi? Pour tester. Le modèle va faire une prédiction. Le modèle va réaliser une prédiction. Une fois le modèle va faire une prédiction, je lui sors à cet instant-là, je vais lui sortir Y-test. Pour faire une évaluation. Voilà déjà pourquoi on doit diviser les données en deux lots et voilà comment on entraîne un modèle. Vraiment, je te conseille vraiment d'être balèze sur ces notions. Si toi, tu ne comprends pas ces notions,
change de métier, tout simplement. Hein. Tu peux développer des codes, tu peux développer des jeux vidéo, tu peux en fait ajouter des formulaires sur un site web, mais analyser des données, désolé, change de métier. Il faut connaître ce process par cœur. Bon, ça c'était par rapport à l'apprentissage supervisé. Maintenant, je passe à l'apprentissage non supervisé. Je passe à l'apprentissage non supervisé. Bon, dans quel cas on utilise l'apprentissage non supervisé? C'est dans un cas où il n'y a pas de variable cible. Ah, ok. Pas de variable cible, c'est-à-dire pas de y, c'est-à-dire j'ai uniquement x. Ça veut dire j'ai uniquement x. Maintenant, quand j'ai uniquement x et quand je divise en deux, je finis par quoi? Je finis par x-train et x-test. Ah, c'est plus simple, hein? C'est plus simple. Et nous avons fait ça la semaine pendant la deuxième séance, Camins. Nous avons fait ça pendant la deuxième séance, Camins. Donc, je prends donc le x-train, je passe x-train au modèle, le modèle va s'entraîner, l'algorithme Camins va s'entraîner, et puis, c'est simple, une fois le modèle est entraîné, je prends x-test et j'utilise x-test pour faire des découvertes, regarder des nouvelles structures, new views, new insights, effectuer des discoveries, des découvertes. Voilà. Voilà donc pourquoi il faut diviser les données en deux. Et figure-toi, où tu trouves cette étape, eh ben, on la trouve dans le partitionnement des données. Dans le partitionnement des données. OK? Bon, allez, donc, je vais appliquer ça sur entreprise, c'est plus simple. Hier, nous avons appliqué ça sur la banque. Bon, donc, from. Bon, j'écris ici rapidement. Application. Un échantillonnage aléatoire. Donc, from scikit-learn. Model selection, pardon. On va charger train split, ok? Puis, x-train, x-test, y-train, y-test. Enfin, nous avons écrit le code hier et je n'ai pas expliqué le code. Hein. Là, on va prendre vraiment notre temps. On va expliquer le code. XY, size est égal à 0,2. Puis random state égal à 1. J'exécute. X n'est pas défini, donc je dois définir X quelque part. X, c'était... Ah, voilà. Et voilà, ben, voilà notre X. Voilà notre X. On n'est pas de diff encodé. Enfin, finalement, il faut que je dois exécuter et le ODF encodé. Je dois exécuter tout le code. Allez, on va faire ça maintenant. Bon, c'était pour l'encodage de Reason. Bon, ok. Ah, c'est bon, normalement, ça devrait marcher maintenant, c'est bon, c'est clair, c'est bon, GDF encode. Bon, ça va, ça marche. Maintenant, regardez. Il y a quand même deux choses méga importantes. Hein. Il y a deux choses méga importantes à connaître dans l'échantillonnage aléatoire. C'est le test size et le random state. D'accord? Test size et le random state. Question. Pourquoi j'ai choisi 20% pour le test et 80% pour l'entraînement?
OK. Donc, astuce. Dans l'échantillonnage, ou bien dans le partitionnement des données, on choisit toujours un ratio, par exemple, 2 tiers, 1 tiers, ou bien 3 quarts, 1 quart, ou bien 3 quarts, 1 quart. Ou bien comme je viens de faire aujourd'hui, 4 cinquièmes, 1 cinquième. Maintenant, tu vas me demander, pourquoi toujours 2 tiers, 1 tiers, 3 quarts, 1 quart, 4 cinquièmes, 1 cinquième? Voilà. Plus on augmente le nombre d'observations, plus on augmente le nombre d'observations, c'est-à-dire le nombre de clients, nombre de clients. Dans l'entraînement, mieux c'est. Plus tu augmentes le nombre d'observations, c'est-à-dire, imagine, toi, tu as 100 clients, tu fais 80-20, tu entraînes ton modèle sur 80 et tu testes ton modèle sur 20. Tu ne fais pas 50-50, non, tu ne fais pas 50-50. Tu fais 80-20, 80%, 20% par exemple. Ou bien tu fais 2 tiers, 1 tiers. Pourquoi? Car le modèle possède une erreur statistique. Le modèle possède une erreur systématique. N'importe quel modèle, quel modèle en machine learning, en data mining, nous avons toujours des erreurs statistiques et des erreurs systématiques. Donc, comment on fait pour réduire l'erreur statistique? Eh bien, on augmente le nombre d'observations. À cet égard, quand toi, tu entraînes ton modèle, on entraîne toujours le modèle sur 80% de données, 2 tiers de données, 3 quarts de données, 4 cinquièmes de données. C'est clair? Voilà. Donc, plus on augmente le nombre d'observations, c'est-à-dire le nombre de clients pendant l'entraînement, plus l'erreur statistique du modèle diminue. Bon, je vais te donner quand même une formule là, de l'erreur statistique. En fait, l'erreur statistique, sigma, là j'écris en latex, c'est quoi sigma? C'est la racine carrée. C'est la racine carrée de la variance. C'est la racine carrée de la variance. Un sigma est proportionnel, je mets alpha, est proportionnel à quoi? Est proportionnel à SQRT N. On voit le code, puis attention, ça c'est du markdown. Hein. Ça c'est du markdown. Voilà, j'obtiens ça, je répète. Voilà, tu vois? Donc, sigma, l'erreur statistique, hein, l'erreur statistique, qui est égale à la racine carrée de la variance, est proportionnelle à 1 sur racine de n. Donc, plus l'ensemble d'entraînement augmente, on n'a pas fait ça hier, plus l'ensemble d'entraînement augmente, plus l'erreur diminue. C'est clair? Bon, le alpha ici, c'est pour dire proportionnel. Malheureusement, ça ne diminue pas en 1 sur n, ça diminue en 1 sur racine de n, racine carrée de n. Ça veut dire il faut, si toi tu veux gagner un chiffre après la virgule, tu dois multiplier tes données par 100. Bon. Donc ça, c'était par rapport au test size. Ça, c'était par rapport au test size. Je t'ai envoyé ce code. Techniquement, oui. Allez, on passe. Maintenant, je vais vous parler du random state. Je vais vous parler du random state. Regardez, hein, vous allez me demander pourquoi j'ai mis 1. En fait, on peut mettre 0.
on peut mettre 42. Enfin, c'est une blague. Hein. C'est-à-dire, on dit que le random state, c'est aléatoire et on choisit n'importe quelle valeur. Sauf que quand toi, tu vas aller chercher sur Internet, tu vas trouver que tous les data scientists mettent 42. Ça, c'est un mème. Hein. Bon, mais bon, toi, tu dois mettre quand même un random state vraiment aléatoire. Nous, dans la classe, on va mettre 1 pour pouvoir générer ou bien diviser les données avec la même manière. C'est-à-dire, moi, je vais obtenir le même résultat que toi. Voilà pourquoi on met random state égal à 1. B, je vais t'expliquer. Regarde. Prenez par exemple Y-test. Tu vois, Y-test, quand j'ai fait point shape, eh ben, il contient 673 clients. OK? Y-train, par exemple, contient 2691 clients. Ça, c'est le 4/5e de N, et ça, c'est le 1/5e, 20% et 80%. Maintenant, si on regarde de près, le numéro des clients choisis, on va trouver 4000, donc dans Y-test, on va trouver 4827, le client numéro 4827. Vérifie chez toi. Si tu ne trouves pas la même chose, dis-moi. Bien évidemment, avec un random set égal à 1. Et puis, on va trouver 5776. Puis, le client numéro 4285. Tu vois, c'est aléatoirement. Le choix de ces 673 clients a été effectué d'une manière aléatoire. Je vais t'expliquer, je vais te montrer une autre chose. Change le random state. Là, figure-toi, 4827. B. Change le random state. Mais par exemple 2. Je t'en prie. Allez, j'exécute ici. Tu vois, j'obtiens 5133. J'ai changé l'ensemble des clients. J'ai changé l'échantillon du client qui va être utilisé pour le test. C'est clair? Voilà le caractère aléatoire. Ben, comment on fait ça? On utilise un générateur de nombres aléatoires qui utilise une loi uniforme discrète. Après, pour le random state, je pense que si toi tu travailles avec PHP, tu travailles avec C, C++, c'est comme le seed. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a des gens parmi vous qui ont utilisé, par exemple, des générateurs de nombres aléatoires pendant leur travail, mais dans tous les langages de programmation, on trouve des générateurs de nombres aléatoires. Hein, tu peux vérifier en C, tu trouves random. Hein, il y a toujours des générateurs de nombres aléatoires. Voilà. Donc voilà pour cette histoire c'est-à-dire de division en X-train et Y-train. Maintenant, donc, bon, ici, je suis en train de travailler en apprentissage supervisé. Maintenant, comment on fait en apprentissage non supervisé? En apprentissage non supervisé, on n'a pas de Y. D'accord? Donc, puisqu'il n'y a pas de Y, donc je viens ici dans X, dans train test split, je supprime Y. Je garde X. Je viens ici dans Y test et Y train, je supprime aussi Y test et Y train. Voilà comment on divise nos données en train dataset, test dataset, dans le cas d'un apprentissage non supervisé. Toi, tu supprimes la variable cible. Bien évidemment, s'il n'y a pas de variable cible, ok, tant mieux. Hein. S'il y a une variable cible, tu la supprimes. Première colonne, dernière colonne. Puis, tu viens ici, tu mets uniquement X. Et la fonction train test split va te renvoyer X-train Y test, X-train X test. Bon, voilà, j'exécute, et j'obtiens juste X-train X test. Voilà. Bon, très bien. Bon, ça, on a fini ça. Allez, on passe à l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est le
la remise à l'échelle, le scaling. C'est-à-dire, on va mettre toutes les variables numériques à la même échelle. Allez-y, on va faire ça. Donc, je viens ici, donc je vais créer quelques cellules. Je change vers Markdown. Et j'écris remise. Bien, laissez-moi plutôt écrire transformation d'échelle. Voilà. En anglais, rescaling ou bien scaling. En scaling. Bon, il existe plusieurs techniques. Première technique. Soit Z, soit X1. Une variable numérique continue. Soit X1, une variable numérique continue. On dit que Z1 est une variable centrée et réduite. Si, je te donne la formule. Je te donne la formule de la première technique du scaling. Donc, j'utilise en fait la tech là, de $, pour revenir à la ligne, et j'écris Z1 s'obtient comment? C'est X1 moins mu, divisé par sigma. J'exécute, voilà. Voilà la formule. On appelle ça standard scaler. D'accord? On appelle ça standardisation. Tu prends X1, tu supprimes, tu soustrais la valeur moyenne, donc tu centres, enfin, j'ai dit quoi, valeur moyenne? Espérance. Oui, enfin, ok, valeur moyenne. Et tu divises par l'écart type. Bien évidemment, c'est pas à toi de faire cette opération. Hein. Python, scikit-learn te fait ça pour toi. Bon, ça, il y a ces techniques. On appelle, laissez-moi écrire ici, standard scaler. C'est un standard scaler. La classe, ça s'appelle standard scaler. Deuxième technique. Ça s'appelle robust scaler. En fait, au lieu d'utiliser la moyenne, on utilise un estimateur statique plus robuste. On utilise la médiane. Directement, on utilise la médiane. Entre deux parenthèses, un estimateur statistique plus robuste que la moyenne. La médiane est plus robuste. Deuxième technique, d'accord? On transforme les données numériques, bien évidemment, dans un intervalle. Par exemple, entre 0 et 1. Bon, laissez-moi écrire entre 0 et 1. Tu vois, toi, le salaire d'hier, de 0 jusqu'à 1 milliard, devient entre 0 et 1. L'âge entre 0 et 100 devient entre 0 et 1. Tu transformes tes valeurs numériques entre 0 et 1. Voilà bien évidemment trois techniques. Il existe d'autres techniques, mais par contre non linéaires. Bon, je t'envoie ça. Et on va passer en revue toutes ces techniques. Surtout le fait que ces techniques, on ne perd pas l'information avec ces techniques. Bon, juste, je vais prendre en fait... je vais prendre... Je comprends pas, en fait, je comprends pas pourquoi mon nom ne s'affiche pas ici, enseignant vacataire. Je sais pas, je suis pas vacataire, quoi. Mais bon, enfin, c'est bizarre. Hein.
Bref. OK. Allez, je continue. Donc, allez. From escalier. Point. J'utilise ce module pre-processing et je vais charger standard scale. Voilà. Maintenant, pour l'autre technique de rescaling, donc from scikit-learn, point pre-processing, on va charger robust scale. Puis, pour le 0,1, from scikit-learn, point pre-processing, on va charger min max scale. Min max scale. Il existe d'autres techniques. Hein. Toi, tu peux, il suffit que tu ailles devant un port hein, et appuie sur Tab, autocompletion. Boum. Tu obtiens. Bon, c'est pas colorié. Allez, c'est colorié maintenant. Je fais ça 2 fois. Voilà. Tu as max ABS scaler. Ah, le calcul utilise une valeur absolue. Min max scaler. Il y a un normalizer aussi. Il y a un normalizer. Après, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre la formule utilisée dans normalizer. Hein. Enfin, vous pouvez utiliser aussi normalizer. Il existe en fait d'autres techniques non linéaires. Comme je te montre, il y a robust scaler, bon, ça c'est normal. Bon, la bonne chose en scikit-learn, c'est que toi, tu peux trouver la fonction et tu peux trouver la classe. Au cas où, toi, tu veux intégrer cette API dans ton code. C'est-à-dire, toi, un autre jour, tu vas écrire, tu vas me mettre ça dans un pipeline. Hein. Eh ben, c'est plus simple. Ça facilite la vie des développeurs de composition. Bref. Donc, Naja, min-max scale. Bon, j'exécute cette cellule. Je t'envoie le code. Maintenant, je mets ici, pour standard scale, je fais SS est égal à standard scaler, d'accord? Pour robust scaler, je fais RS robust scaler. Pour min-max scaler, je fais MM. Min-max scaler. Ah, min-max scaler par défaut, c'est 0,1. C'est 0,1. Bon, quand même, je te donne la formule de min-max scaler. Bon, je te demande, hein, si vous êtes fort en maths, dites-moi, comment je fais pour transformer 30, 100, tu as une variable qui varie entre 30 et 100. Comment tu fais pour la transformer entre 0 et 1? Allez, réfléchis. Il y a min-max Z2. Je prends par exemple Z2. Allez, réfléchis, hein. Tu as encore quelques secondes. Tu as une variable numérique qui varie entre 30 et 100. Je t'écris quand même. Tu as une variable qui varie entre 30 et 100. Comment tu fais pour transformer cette variable entre 0 et 1? N'oublie pas. Hein, sur 100. sur 100. Attends, je connais le déjà. Déjà, ça c'est bien. Je connais le Yassine. Yassine, ok. Merci Yassine. Merci beaucoup Yassine. Très bien. Non, c'est bien de participer. Les Yassine, tu ne divises pas par 100. Tu ne divises pas par 100. Tu divises en réalité, hein, par, laissez-moi plutôt écrire, par la différence entre x max et x min. Tu divises par 30. Tu vas en bas, tu vas diviser par 70, pardon. Tu ne divises pas par 100, tu ne divises pas par 30, tu divises par 100 moins 30, donc 70. Et en haut, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais x moins x min. Voilà la formule. Bon, quand même, je t'envoie ça. Hein, je t'envoie ça. C'est du markdown. Hein, c'est du markdown. Quand j'exécute, moi, toujours, je dois exécuter 2 fois. Hein. J'ai plein de bugs avec mon PC, là.
Bon, j'exécute, c'est bon. Tu vois, voilà la formule. X moins X min sur X max moins X min. Donc, dans notre cas, tu vas me faire X moins 30 et tu vas diviser par 100 moins 30. Donc, X moins 30 sur 70. Eh bien, ta variable passe à 0,1. B. Ah, voilà. Donc, ça, c'est par défaut. Bon, si je te montre MM, voilà, tu vois, hein, je dois instancier, pardon, ici, je dois quand même instancier. C'est bon. Quand je regarde MM, tu vois, tu trouves feature range 0,1. Donc après, toi, quand tu instancies MM, tu peux changer le feature range. Tu vas me demander dans quel cas on utilise cette histoire de 0,1 en deep learning. En deep learning, on utilise 0,1. Pour les réseaux de neurones, on essaie toujours de transformer nos variables sur un intervalle, par exemple, 0,1. Pourquoi? Car il y a des considérations mathématiques. B. Aïe. Regardez, je fais SS, point, fit transform, j'applique ça sur X trait. J'applique ça sur X trait, j'obtiens XSS trait. Maintenant, sur X test, je ne fais pas fit transform, je fais uniquement transform. Attention à ça. Tu fais fit transform sur X-ray, puis les attributs vont se mettre en place dans l'objet SS, puis tu fais transform sur X-test. J'exécute. Bon, ça marche. Et on va discuter. Allez, regardez avec moi. Je prends par exemple X-ray. X-ray contient des valeurs numériques. Très bien. Je fais PD, plotting, scatter matrix, X-ray. Je mets un point virgule. D'accord? Non, je ne veux pas faire ça. Je veux plutôt faire xtrain.ist. Fig size, par exemple 10-10. 10-10. Je mets un point virgule, j'exécute. J'attends un peu car j'ai plein de variables. Voilà. Donc là, j'ai à peu près 4 x 4. J'ai 16 histogrammes. Question. Ces variables varient, par exemple, Clege entre 0 et 1000. CLNO entre 0 et 50, par exemple. Je prends par exemple value. Il est où value? Value, c'est-à-dire la valeur de la propriété. Rahneya, quoi, c'est-à-dire le client. Combien le client va mettre de propriété, enfin de valeur de propriété à la disposition de la banque pour garantir le crédit. Donc entre 0 et à peu près 400 000 euros, il y a à 400 000 dollars. Surtout ici, s'il vous plaît, le LED, ou le BNET, regardez bien la forme des histogrammes. Regardez bien, s'il vous plaît, la forme des histogrammes. L'information, en réalité, se trouve dans la forme des histogrammes. OK. Par contre, regardez aussi les valeurs ici. C'est-à-dire dans les valeurs, c'est-à-dire au niveau de l'axe des X. OK, ça c'était X trait. Allez, je vais prendre XSS trait. Bon, XSS trait, c'est un tableau NumPy. Donc, je ne peux pas tracer des histogrammes. Il n'y a pas de méthode dans un tableau NumPy. À cet égard, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire PD, data frame. Je vais transformer XSS en un data frame. Puis, je vais tracer mes histogrammes. J'exécute. J'attends un peu. Boum. Regardez. J'obtiens les mêmes histogrammes. Regardez cet histogramme YOG, YOJ par exemple. Regardez là l'histogramme numéro 3. C'est la même forme. Par contre, regardez l'axe des X. La valeur varie.
variait avant entre 0 et 40, maintenant varie entre une valeur négative et à peu près 4. Là, la valeur, la value, c'était entre 0 et 400 000. Et regardez la forme de l'histogramme. On va chercher. Enfin, si tu regardes l'histogramme numéro 1, tu vas trouver un truc qui possède la même forme, mais vraiment la même forme. Sauf que la valeur sur l'axe des X ne varie plus entre 0 et 400 000, mais varie entre, par exemple, moins 2 et 5. Tu vois? En effet, avec le scaling, écrivez ça en rouge, hein, c'est hyper important. Avec la remise à l'échelle, ou bien avec la standardisation des échelles, on ne perd pas l'information. En fait, l'information se trouve où? L'information se trouve sous les histogrammes. Enfin, d'un point de vue mathématique, un histogramme peut se transformer en une densité de probabilité. La densité de probabilité, je l'intègre, j'obtiens une probabilité. L'information se trouve sous l'histogramme. Eh ben, quand je fais le standard scaler, je change uniquement l'amplitude, je change uniquement l'intervalle de ma variable, de ma colonne, mais je ne change pas la quantité d'informations qui se trouve dans la variable. Et la preuve est devant vous, hein. La preuve est devant vous. Tracez des histogrammes avec X-train, l'ancien, et avec X-train transformé. Bien sûr, vous allez retrouver la même chose avec Robust Scaler et Minmax Scaler. C'est méga important. Et ça facilite trop la tâche. C'est-à-dire, notre algorithme après, car après on va entraîner des algorithmes, en fait, on va commencer à étudier plein d'algorithmes. Nos algorithmes après, vont trouver des difficultés, ou nos algorithmes vont trouver des difficultés. Ils vont trouver des difficultés dans un espace de variables, de paramètres ayant des échelles très variées. 0,1, parfois 0,1, parfois ils trouvent 0,051, parfois ils trouvent 0,400 000. Il y a quelqu'un, en fait, où possède une dette de 400 000 $, 50 000, tu vois. Il y a plein d'échelles, 0,50. Là, c'est un espace mal préparé. Les variables ici sont mal préparées, mouchbehi. Mais elles contiennent de l'information. Par contre, comment j'applique une transformation linéaire, standard scaler, robust scaler, min-max scaler, normalizer, max ABS scaler. Vous allez trouver tout ça dans le sous-module pre-processing. Je peux préparer mes variables et améliorer la représentation de l'information pour mon algorithme. Voilà. Et la preuve devant vous. Les histogrammes ne changent pas. Enfin, je parie avec vous. Enfin, c'est pas bien de parier. Bon, c'est un mot à dire. Enfin, c'est-à-dire, vous regardez là, on ne change pas la forme. Les histogrammes ne changent pas de forme. C'est clair? Ça, c'est hyper important à connaître. Bien évidemment, hein, il faut faire ça, absolument. Hein, il faut appliquer cette technique à chaque fois. Ça c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Techniquement, maintenant, quand on arrive en fait au rescaling, c'est bon. Là, on est prêt en fait pour attaquer le modèle. C'est bon. Quand tu fais le rescaling de tes données, maintenant tu as le droit de passer tes données à l'intérieur d'un modèle et après faire l'évaluation. Voilà. Bon, là j'ai fini. Cette partie de préparation. On va revenir en fait à la préparation, car vraiment c'est très riche et il existe plusieurs autres techniques. Hein. Mais je ne veux pas que je vous complique la vie dès le début. Je ne veux pas plutôt parler de ça aujourd'hui. De toute manière, il ne reste pas beaucoup de temps.
traitement des données manquantes, traitement des données qualitatives, division des données en deux lots de données, train dataset, test dataset, et rescaling. Déjà, si tu arrives à faire ça avec Python, je t'enverrai le code, c'est bien. Bon, s'il n'y a pas de questions, je quitte. Arrêtez l'enregistrement.